des fondements scientifiques. Il s'agit par exemple du fameux cycle des roches qui a été découvert il y a longtemps, en 1788, par le naturaliste écossais Hutton, lorsqu'il a examiné le paysage rocheux et justement l'océan autour de lui à Siccar Point en Écosse. Il s'agit de l'équilibre thermique de la Terre qui est sollicité entre deux grandes sources d'énergie, évidemment le rayonnement solaire et le flux de chaleur interne qui est dû, comme chacun le sait, aux désintégrations radioactives qui se déroulent dans les profondeurs. Il s'agit aussi de la force géologique exercée par le vivant et qui se manifeste de plusieurs façons, de façon même totalement inattendue. Par exemple, le cycle du calcium, qui fait que sans l'intervention de certains mollusques en particulier qui sécrètent un mucus, l'océan serait chargé du carbonate de calcium qui précipiterait, deviendrait en quelque sorte, si je puis dire, invivable pour les autres organismes marins. Mais il s'agit également de cette extraordinaire affaire qui est le cycle de l'oxygène. L'oxygène, la plupart des biologistes pensent à juste titre qu'il est arrivé sur la planète Terre il y a peut-être 2 milliards d'années, 2,4 milliards d'années, à la suite de l'activité photosynthétique des premières cyanobactéries, des premières algues, si vous voulez, et puis des plantes qui se sont développées. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela et se sont passées en plusieurs épisodes. Parce qu'il y a eu d'abord une lente élévation du niveau d'oxygène, parce qu'au départ, la Terre n'en renfermait pratiquement pas. C'était en fait une atmosphère très réductrice, peu propice pour différentes raisons à l'évolution du vivant. Et donc, il y a eu donc une élévation très lente qui s'est produite il y a 2,4 milliards d'années pour atteindre une teneur d'oxygène de l'ordre d'environ 5% de l'atmosphère. Et cette élévation, paradoxalement, ne s'est pas produite tout de suite. Il a fallu attendre 300 millions d'années ou un peu plus après l'émergence de la photosynthèse. Pourquoi ? Parce que alors que l'oxygène était dégagé par les plantes, il y avait les eucaryotes qui se sont en même temps développés et qui, eux, respiraient et utilisaient cet oxygène dans un cycle en quelque sorte fermé. Donc on aurait pu penser que les choses allaient rester en l'état et que l'oxygène atmosphérique n'augmenterait jamais sa concentration. Mais comme il l'a fait remarquer, un autre phénomène s'est produit sur une très longue échelle de temps, qui est l'enfouissement des sédiments, qui constitue une biomasse absolument fantastique en profondeur, la profondeur des océans notamment. Or, chaque atome de carbone enfoui équivaut en quelque sorte à un atome d'oxygène qui est libéré, ce qui a permis justement cette élévation du taux d'oxygène. Les choses ne sont pas non plus passées de façon si facile parce qu'il y a eu des récupérateurs d'oxygène comme le fer, et puis il a fallu que l'oxygène ne dépasse pas une certaine concentration pour ne pas devenir en quelque sorte toxique. Il atteint aujourd'hui, comme vous le savez, 21% de teneur dans l'atmosphère. Donc vous voyez ici un exemple que j'ai voulu citer très mal d'ailleurs, et sur lequel il reviendra, qui montre que la géologie seule ici, la biologie seule ne peuvent pas expliquer le cycle très complexe de l'oxygène avec ses rebonds et avec ses évolutions. Il faut la conjonction de plusieurs facteurs, y compris d'ailleurs de ceux qui sont dans l'hydrosphère. Et l'homme, me direz-vous, dans tout cela ? Eh bien, ayant ainsi expliqué comment géosphère et biosphère sont conjointement parvenus à assurer l'équilibre exceptionnel de la planète Terre, l'auteur termine en jetant donc un regard, comme il se doit, sur l'évolution biologique, s'étendant des premières bactéries à l'homme. Il en dresse un tableau tout à fait saisissant en s'interrogeant
sur la dualité des rôles entre nos racines biologiques et notre imprégnation culturelle et sociale. Et après être revenu sur l'importance de garder en nous une lumière intérieure, de conserver une distanciation suffisante par rapport à l'événementiel, il conclut, et je cite pratiquement ces termes, de la façon suivante: les recherches inspirées de cette lumière intérieure livrent un portrait de vous et de moi, dit-il. Elles traitent des antiques interrogations: qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Elles nous aident surtout à nous orienter dans ce monde, à surmonter une angoisse globale et à susciter notre respect pour cette planète que nous habitons. Elles rompent, dit-il, avec la vision moderniste d'un univers un peu désenchanté et s'intègrent à ce qu'il appelle, d'une formule très imagée, notre trousse de vie. Je conclurai en disant qu'il s'agit d'un livre remarquable à plus d'un titre. En premier lieu, pour, je dirais, les descriptions scientifiques, géologiques, tout à fait, disons, exceptionnelles, qui y sont données. Pour le souffle, pour son lyrisme, pour sa puissance, et aussi surtout pour la conviction que met l'auteur dans son message. C'est un livre qui est servi par un style chaleureux, direct, jamais trop savant, et pour autant bien sûr objectif. Il côtoie et souvent s'intègre la science pure et son réalisme, mais aussi la chaleur humaine, la part du rêve, la part du mythe, avec la lucidité du géologue, mais aussi avec la sagesse du philosophe. Il est appelé, je crois, comme les précédents ouvrages, ce livre de Peter Westbrook, à enrichir notre présente vision du monde. Et je crois que nous nous réjouissons beaucoup à l'avance, cher Peter, de vous entendre après, je crois comprendre, le film qui va nous être projeté de notre collègue et ami Edgar Morin sur les problèmes de la complexité qui se rattachent beaucoup, comme nous l'avons vu, à votre façon intégrale et globale de voir le monde. Merci. Peter Westbrook vient de sortir un livre magnifique qui s'appelle Terre. Moi-même, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un livre qui s'appelle Terre-Patrie. Et je trouve qu'il y a une complémentarité extraordinaire entre ces deux livres. Alors, pourquoi? Bon, tout d'abord, Westbrook parle de la Terre en tant qu'être physique, et en tant qu'entité physique. Mais il va plus loin que Lovelock, qui a fait la thèse de Gaïa. Vous savez, la thèse de Gaïa de Lovelock, c'est de penser que la biosphère, c'est-à-dire la sphère de la vie, est un système lui-même vivant, qui a ses régulations, qui est capable de lutter contre des pesticides ou des différents poisons, mais qui, évidemment, s'il est trop submergé par des toxiques, tombe malade, ce qui arrive, du reste, ce qui est le grand problème d'aujourd'hui. Alors, Peter Westbrook ne se borne pas
à parler, disons, du support physique de la vie, hein, de l'ensemble de la biosphère.